Le médecin m'a glissé un mot secret qui disait: Ne rentrez pas chez vous, courez. Cette nuit-là, j'ai découvert que ma propre famille préparait mon internement dans une maison de retraite pour me voler tout ce que j'avais. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je détenais un secret qui allait changer leur vie à jamais. Je m'appelle Martha Caldwell et j'ai 70 ans. Pendant 45 ans, j'ai cru avoir élevé un fils aimant. Benjamin est entré dans ma vie alors qu'il n'avait que 2 ans, un petit garçon abandonné que mon mari et moi avons adopté. Avec tout l'amour du monde, je lui ai tout donné. Une éducation, de l'affection et des années de sacrifice. Quand mon mari est décédé il y a 10 ans, Benjamin est devenu ma seule famille, avec sa femme Eleanor et ma petite fille Olivia. Mais ce mardi-là, lors de ce qui aurait dû être un simple rendez-vous médical de routine, mon monde s'est effondré. Le docteur Elliot Sterling, mon médecin de confiance depuis de nombreuses années, m'a examiné comme il le faisait toujours, mais quelque chose dans son comportement semblait différent. Ses mains tremblaient légèrement quand il a pris ma tension, et il évitait mon regard. Tout va bien, Madame Caldwell, a-t-il dit d'une voix tendue. Vos analyses sont parfaites. Votre cœur est solide. Vous avez encore de très belles années devant vous. Alors que je me levais pour partir, je l'ai senti s'approcher par derrière. Soudain, pendant que je prenais mon sac, le docteur Sterling a discrètement glissé un petit papier plié tout au fond. Il l'a fait si vite que j'ai failli ne pas m'en apercevoir. Prenez bien soin de vous, Madame Caldwell, a-t-il dit avec un sourire forcé. Et souvenez-vous, la famille n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Ces mots m'ont glacé. Que voulait-il dire? Pourquoi m'avait-il donné ce mot si secrètement? Je suis sortie du cabinet le cœur battant, mais j'ai décidé de ne pas lire le mot avant d'être rentrée. Pendant le trajet en taxi, 1000 pensées se sont bousculées. Le docteur Sterling n'avait jamais agi de façon aussi étrange. C'était un homme sérieux, professionnel, qui connaissait ma famille depuis que Benjamin était adolescent. Pourquoi me laisser des messages secrets maintenant? Quand je suis arrivée à la maison, Benjamin était dans le salon avec Eleanor et Olivia. Ils parlaient à voix basse, mais ils se sont tus brusquement en me voyant. Eleanor avait plusieurs feuilles dans les mains qu'elle a vite dissimulées derrière son dos. « Comment s'est passé ton rendez-vous, maman ?» a demandé Benjamin, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tout va bien, mon fils. Le docteur a dit que je suis en parfaite santé. » ai-je répondu en essayant d'avoir l'air normal. Eleanor a échangé un regard avec Benjamin, un regard que je n'ai pas manqué. Pourquoi avait-il l'air si déçu? Espérait-il que le médecin m'annonce une maladie? « C'est super, mamie, » a dit Olivia, mais sa voix avait une froideur étrange. « Ça veut dire que tu as encore beaucoup de temps pour profiter. » Ce soir-là, au dîner, j'ai remarqué que ma famille se comportait de façon très bizarre. Benjamin me parlait à peine. Eleanor répondait par monosyllabes et Olivia évitait mon regard. Il y avait une tension dans l'air, si forte qu'on aurait pu la trancher au couteau. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» ai-je fini par demander. « Non, maman, tout va bien, » a répondu Benjamin trop vite. « On est juste fatigué. » Après le dîner, je suis montée dans ma chambre le cœur lourd. Il se passait définitivement quelque chose, et le mot du docteur commençait à prendre tout son sens. Les mains tremblantes, j'ai sorti le papier de mon sac et je l'ai déplié. Ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. « Madame Caldwell, votre famille est venue ici hier. Eleanor m'a demandé des informations sur votre état mental, et si je pouvais certifier que vous avez besoin de soins spéciaux. Ils veulent si vous placer en maison de retraite. Ils ont aussi posé des questions sur votre héritage et vos biens. Ne rentrez pas chez vous. Courez, Dr Sterling. » Mes mains se sont mises à trembler de façon incontrôlable. Ma propre famille. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour. Ma belle-fille que j'avais traitée comme ma propre enfant. Ma petite fille, la prunelle de mes yeux. Tout s'est soudain éclairé. Les regards étranges, les chuchotements, les papiers cachés. Ils n'étaient pas déçus parce que j'étais en bonne santé. Ils étaient furieux parce que le médecin n'avait pas coopéré avec leur plan. Je n'ai pas dormi de la nuit. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter. Je restais éveillée, à écouter, à tenter de comprendre comment j'en étais arrivée là.
Comment était-il possible que la famille pour laquelle j'avais tout sacrifié complote maintenant contre moi? À 2 heures du matin, j'ai entendu des voix dans la cuisine. Je me suis levée sans bruit et je me suis approchée de la porte de ma chambre. J'entendais clairement Benjamin, Éléonore et Olivia parler à voix basse, mais assez fort pour que je comprenne chaque mot. Ce fichu docteur n'a pas voulu coopérer, a dit Éléonore, irritée. Je lui ai expliqué que la vieille perd la tête, qu'elle ne reconnaît parfois personne, qu'elle laisse le gaz ouvert, mais il a insisté. Elle va parfaitement bien. Calme-toi, mon amour, a répondu Benjamin. On trouvera un autre médecin, un qui acceptera de signer les papiers dont on a besoin. Mais on fait quoi d'elle en attendant? A demandé Olivia. J'ai déjà réservé ma place à l'université aux États-Unis. J'ai besoin de cet argent maintenant, pas dans 5 ans quand elle finira par mourir de vieillesse. Olivia, ne parle pas comme ça, l'a sermonné Benjamin sans grande conviction. Mais tu as raison. Il faut agir vite. La maison vaut presque un demi-million de dollars, et avec sa pension et ses économies, on pourrait vivre confortablement jusqu'à ce qu'elle meure, a conclu Éléonore froidement. Écoute, je n'ai pas rejoint cette famille pour m'occuper d'une vieille sénile. Je t'ai épousée parce que je pensais que tu hériterais bientôt, mais ça fait 10 ans et elle est encore là à dépenser notre argent. Notre argent? Ai-je répété intérieurement, sentant la colère monter dans ma poitrine. Tout mon argent, gagné à la sueur de mon front et de celui de mon défunt mari, ils le considéraient comme le leur. Demain, je vais parler à l'avocat, a poursuivi Benjamin. Je vais lui demander si on peut la faire déclarer inapte sans médecin. Il doit bien y avoir un moyen. Et si ça ne marche pas, a ajouté Éléonore, on peut toujours lui rendre la vie impossible jusqu'à ce qu'elle accepte d'aller en maison de retraite d'elle-même. On lui enlève la télé, on ne lui cuisine rien, on la traite comme ce qu'elle est. Un fardeau. Maman, ne sois pas si cruelle, a dit Olivia. Puis elle a ajouté, mais la vérité, c'est que je suis déjà fatiguée de faire semblant de l'aimer. Elle est toujours là, à se mêler de nos conversations, à demander pourquoi on rentre si tard. C'est insupportable. Mes jambes se sont mises à trembler. Je me suis appuyée contre le mur, sentant mon monde s'écrouler. C'étaient les gens pour qui j'avais travaillé 18 heures par jour quand Benjamin était petit, pour qui j'avais renoncé à mes rêves, à mes amitiés, à ma propre vie. Tu te souviens de mon 15e anniversaire? A continué Olivia. Elle m'a acheté cette horrible robe rouge et m'a forcée à la porter. Tous mes amis se sont moqués de moi. À partir de ce jour-là, j'ai juré que je me vengerais un jour. Et ce qui m'énerve le plus, a ajouté Éléonore, c'est qu'elle ne cesse de se vanter d'avoir été une bonne mère, de tout ce qu'elle a sacrifié pour Benjamin, comme si elle était une sainte. Alors que la vérité, c'est qu'elle l'a adopté parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle s'est servie de lui pour combler son vide. Ça suffit, a dit Benjamin. Mais sa voix semblait fatiguée, pas indignée. Écoutez, dans une semaine je lui parlerai. Je lui dirai qu'on a trouvé une très belle maison de retraite, que ce serait mieux pour elle d'être avec des gens de son âge. Et si elle refuse, on utilisera le plan B. C'est quoi le plan B? A demandé Olivia. On la fera vraiment perdre la tête, a répondu Benjamin froidement. On échangera ses médicaments, on cachera ses affaires. On lui dira qu'elle a fait des choses qu'elle n'a pas faites. Dans un mois, n'importe quel médecin certifiera qu'elle est mentalement malade. L'horreur de ces paroles m'a frappée comme un coup de poing. Non seulement il voulait me voler, mais il voulait détruire mon esprit, ma dignité, ma raison. Il voulait me transformer en ce qu'il prétendait que j'étais déjà. C'est parfait, a dit Éléonore excitée. Et une fois qu'elle sera internée, on aura accès à tous ses comptes. On pourra vendre la maison, toucher sa pension et se débarrasser de tout sans que personne ne nous embête. Exactement, a confirmé Benjamin. Et le meilleur, c'est que personne ne se doutera de rien. Pour le monde extérieur, on sera la famille parfaite qui s'occupe avec amour d'une grand-mère malade. Ils ont ri. Tous les trois ont ri comme s'ils venaient de raconter la meilleure blague du monde. Ils riaient de moi, de ma naïveté, de mon amour inconditionnel pour eux. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas mon cœur, déjà réduit en miettes depuis que j'avais lu le mot du docteur.
C'était ma foi aveugle en la bonté, ma croyance que l'amour est toujours réciproque, ma conviction que la famille est sacrée. Dès demain matin, je vais faire des copies de toutes ces cartes, a chuchoté Éléanore. Comme ça, on pourra dépenser un peu à la fois sans qu'elle s'en aperçoive. Parfait, a approuvé Benjamin. Et moi, je vais fouiller dans tous ces papiers. Il doit bien y avoir un testament quelque part qu'on peut modifier. Modifier comment? A demandé Olivia. Disons simplement que mamie, dans sa confusion mentale, a décidé de tout nous laisser parce qu'on est les seuls à s'occuper d'elle, a expliqué Benjamin avec un sourire dans la voix. Papa, tu es un génie, a dit Olivia admirative. Mais il faut faire attention. Et si quelqu'un suspecte quelque chose? Personne ne soupçonnera rien, l'a rassurée Éléanore. Elle n'a pas d'amis, pas de famille, à part nous. C'est une vieille femme seule, complètement dépendante de nous. Qui va la défendre? Ils avaient raison. Je n'avais pas d'amis proches. J'avais perdu contact avec la plupart d'entre eux quand je m'étais entièrement consacrée à élever Benjamin. Je n'avais pas de frères et sœurs. Mes parents étaient mis à mort depuis longtemps. J'étais totalement vulnérable. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de découvrir, c'est que j'avais un secret. Un secret qui allait renverser le rapport de force. Quand mon mari est mort, il ne m'a pas laissé seulement de l'amour et des souvenirs. Il m'a laissé un héritage que j'avais gardé caché toutes ces années. 2,2 millions de dollars sur un compte offshore que moi seul connaissais, ainsi que 3 propriétés à l'étranger qu'il avait achetées grâce à ses investissements. Je ne l'avais jamais dit à Benjamin parce que je voulais être sûre qu'il m'aimait pour moi, pas pour ce que je possédais. Je voulais qu'il construise sa vie, qu'il soit indépendant. Mais à présent, je réalisais que j'avais été naïve. Il ne m'avait jamais aimée. Il avait simplement attendu patiemment que je meure pour hériter du peu qu'il croyait que j'avais. Eh bien, a dit Benjamin finalement, je crois que tout est clair. Demain, on met le plan en marche et rappelez-vous, devant elle, on doit continuer à jouer la famille aimante qu'on a toujours été. Bien sûr, a répondu Éléanore. Je suis une excellente actrice. Je peux faire semblant de l'aimer encore un peu. J'ai entendu leurs pas s'éloigner vers leur chambre. Je suis restée là, figée, le mot du docteur serré dans ma main. Il avait raison. Je devais fuir, mais je n'allais pas fuir comme une victime effrayée. J'allais fuir comme une femme qui venait de se réveiller d'un rêve de 45 ans. J'allais fuir pour préparer la vengeance la plus parfaite qu'ils puissent imaginer. J'ai passé le reste de la nuit à planifier. Je n'ai pas dormi une minute, mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement éveillée. Ils avaient sous-estimé la vieille femme sénile, mais ils allaient bientôt découvrir qu'ils avaient réveillé la mauvaise personne. À 5 heures du matin, quand j'ai été sûre que tout le monde dormait, j'ai sorti silencieusement ma plus petite valise et j'ai emballé seulement l'essentiel. Mes papiers personnels, quelques vêtements, mes médicaments et surtout le petit carnet où j'avais noté tous les détails de mes comptes secrets. Avant de partir, j'ai décidé de faire quelque chose qui me donnerait un avantage pour la suite. J'ai sorti mon téléphone et j'ai activé l'enregistreur vocal. Puis j'ai fait semblant d'avoir oublié quelque chose et je suis repassée dans la maison, en m'assurant de passer près de la chambre de Benjamin et d'Éléonore. Comme je m'y attendais, ils étaient déjà réveillés, en train de chuchoter à propos de leur plan pour la journée. Éléonore parlait de faire des copies de mes cartes, tandis que Benjamin mentionnait son rendez-vous avec l'avocat pour demander une déclaration d'incapacité. « Tu crois qu'elle se doute de quelque chose ?» a demandé Éléonore, inquiète. « Impossible, » a répondu Benjamin. « Elle est trop vieille et trop confiante. Et puis, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle n'a nulle part où aller. Elle n'a pas d'argent à elle. Elle n'a pas d'amis. Nous sommes tout ce qu'elle a. » « C'est pathétique, » a ajouté Éléonore avec mépris. « Une femme de 70 ans complètement dépendante de nous. Parfois j'ai presque pitié d'elle, et puis je me rappelle qu'elle a choisi cette vie. Elle aurait pu se remarier après la mort de son mari, mais elle a choisi de rester ici, la grand-mère parfaite. Et maintenant, elle va payer pour ce choix, a conclu Benjamin froidement. Parfait. J'avais enregistré assez de matière pour les couler. Ensuite, j'ai rangé mon téléphone et j'ai fini de me préparer à partir. J'ai laissé sur la table de la cuisine un mot. Parti faire des courses.
Je reviens plus tard, Martha. Je savais qu'ils ne soupçonneraient rien. Après tout, une vieille femme, sénile, organisant une fuite stratégique, n'était pas une possibilité qu'ils avaient envisagée. J'ai pris un taxi jusqu'à la banque la plus proche. C'était mercredi matin, et je savais que j'avais quelques heures avant que ma famille ne comprenne que quelque chose clochait. À la banque, j'ai retiré une somme importante en liquide et j'ai vérifié que mes comptes secrets étaient intacts. La guichetière, une jeune femme nommée Patricia, m'a regardée avec curiosité quand j'ai demandé de retirer 5 000 $ en espèces. Vous êtes sûre, madame? C'est une somme importante à transporter en liquide, a-t-elle dit avec une vraie inquiétude. Tout à fait sûre, ai-je répondu fermement. J'ai des affaires personnelles à régler. Après la banque, j'ai pris un autre taxi jusqu'à l'hôtel le plus élégant de la ville. Je savais qu'il me fallait un endroit où je me sentirais en sécurité tout en planifiant mes prochaines étapes. Le Grand Impérial Hotel était parfait, discret, confortable, avec des services qui me permettraient de préserver ma vie privée. Combien de temps resterez-vous parmi nous? M'a demandé la réceptionniste, une femme élégante d'une quarantaine d'années. Je ne sais pas, ai-je répondu. Peut-être une semaine, peut-être plusieurs mois, cela dépendra de la façon dont certaines affaires familiales évolueront. Elle a hoché la tête avec une compréhension professionnelle et m'a attribué une suite au 10e étage. En montant dans l'ascenseur, je ressentais un mélange de terreur et d'excitation. Pour la première fois depuis des décennies, je prenais des décisions uniquement pour moi. La suite était magnifique, spacieuse, avec vue sur la ville, décorée avec élégance et équipée de tout ce dont j'avais besoin. Je me suis assise sur le canapé du salon et pour la première fois depuis la nuit précédente, j'ai laissé mes émotions m'envahir. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour les 45 années consacrées à élever un fils qui me voyait comme un obstacle. J'ai pleuré pour les humiliations que j'avais subies sans m'en rendre compte. J'ai pleuré pour la femme que j'étais avant de devenir la grand-mère invisible qu'il méprisait. Puis, après avoir pleuré, j'ai essuyé mes larmes et j'ai commencé à planifier. J'ai sorti mon carnet et j'ai dressé une liste de tout ce que je devais faire. Premièrement, contacter mes conseillers financiers à l'étranger pour activer mes comptes. Deuxièmement, engager le meilleur avocat de la ville. Troisièmement, trouver un détective privé capable de m'aider à documenter tout ce que ma famille avait fait et projetait de faire. À 2 heures de l'après-midi, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Benjamin. « Maman, où es-tu? Il est 2 heures et tu n'es pas revenu. » Sa voix semblait inquiète, mais je percevais l'irritation sous l'inquiétude. « Je vais bien, mon fils, » ai-je répondu calmement. J'ai décidé de prendre une journée pour moi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Une journée pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es où exactement? Sa voix était clairement agacée. Je suis en ville, je règle quelque chose dont j'avais besoin. Ne t'inquiète pas, je rentrerai quand j'aurai terminé. Maman, ce n'est pas toi. Tu nous dis toujours où tu vas. Eleanor est inquiète et Olivia aussi. On a besoin de savoir où tu es. Pour la première fois depuis des années, j'ai entendu quelque chose dans sa voix qui m'a surprise. De la panique. Il ne s'inquiétait pas pour mon bien-être. Il paniquait parce qu'il avait perdu le contrôle sur moi. « Tu sais quoi, Benjamin ?» ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. « J'ai 70 ans. Je crois que je suis assez grande pour décider où aller et quoi faire. » Il y a eu un silence au bout du fil. « Maman, tu me fais peur. Tu ne sonnes pas comme toi-même. Est-ce que tu prends tes médicaments ?» Et dans cette question, j'ai entendu le début de leur stratégie, planter l'idée que je n'allais pas bien mentalement. « Je vais parfaitement bien, mon fils. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. » ai-je répondu, puis j'ai raccroché. J'ai immédiatement éteint mon téléphone. Je savais qu'il m'appellerait sans arrêt, et j'avais besoin de paix pour faire ce que j'avais à faire. Cet après-midi-là, j'ai engagé le cabinet d'avocats le plus prestigieux de la ville. L'avocat principal, un homme d'une cinquantaine d'années nommé le docteur Graham Montgomery, m'a reçu en personne quand j'ai évoqué le montant que j'étais prête à payer pour ses services. « J'ai besoin d'une protection juridique totale », ai-je expliqué.
Ma famille essaie de me faire déclarer inapte afin de prendre le contrôle de mes biens, mais j'ai des enregistrements qui prouvent que c'est une conspiration. Le docteur Montgomery a écouté attentivement pendant que je lui faisais entendre les enregistrements que j'avais réalisés ce matin-là. Son expression est devenue de plus en plus grave. Madame Caldwell, c'est extrêmement sérieux, a-t-il dit enfin. Ce que votre famille prépare relève de la maltraitance envers une personne âgée, de la conspiration en vue de commettre une fraude et potentiellement de faux et usage de faux. Nous pouvons engager des poursuites pénales. C'est exactement ce que je veux, ai-je répondu avec détermination. Mais je veux le faire stratégiquement. Je veux qu'ils paient et je veux que ce soit de la façon la plus douloureuse possible pour eux. Le docteur Montgomery a souri. C'était le sourire d'un homme qui venait de trouver un dossier qu'il aimait. Madame Caldwell, je crois que vous et moi allons très bien travailler ensemble, a-t-il dit. Je vais affecter ma meilleure équipe à votre affaire, mais j'ai besoin que vous me racontiez tout. Absolument tout. Je lui ai parlé de l'adoption de Benjamin, de mon mari, des années de sacrifice, de l'héritage secret, de tout. Le docteur Montgomery prenait des notes avec soin. Vous savez exactement combien vous avez sur vos comptes secrets? M'a-t-il demandé. 2,2 millions en liquide, plus 3 propriétés à l'étranger qui valent environ 1,5 million de plus. Ai-je répondu. Le docteur Montgomery a cessé d'écrire et m'a regardé avec un respect nouveau. Madame Caldwell, vous n'êtes pas seulement une victime d'abus familial. Vous êtes une femme très puissante que votre famille a sous-estimée. Nous allons utiliser ce pouvoir pour leur donner la leçon de leur vie. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri sincèrement. La guerre avait commencé, mais désormais j'avais les bonnes armes. Cette nuit-là, depuis le confort de ma suite d'hôtel, j'ai rallumé mon téléphone pour consulter mes messages. J'avais 37 appels manqués de Benjamin, 15 d'Éléanore et 8 d'Olivia. Les SMS devenaient de plus en plus désespérés. « Maman, réponds, s'il te plaît. On est très inquiets, Martha. Si tu ne réponds pas, on va appeler la police. »« Mamie, où es-tu? Papa dit que tu vas avoir des ennuis. » J'ai décidé de répondre seulement à Benjamin. « Je vais bien, ne t'inquiète pas. Je rentrerai quand je serai prête. » La réponse est arrivée immédiatement. « Maman, ce n'est pas normal. Tu dois rentrer maintenant. Eleanor a fait ton dîner préféré. » Ton dîner préféré, comme si après 45 ans, il ne savait pas qu'Eleanor n'avait jamais cuisiné quoi que ce soit de spécial pour moi. C'était un autre mensonge, une autre manipulation. Le lendemain, le docteur Graham Montgomery m'a appelé tôt. Madame Caldwell, j'ai des nouvelles intéressantes. Mon détective privé a déjà commencé à travailler sur votre dossier et il a découvert quelque chose d'important. Votre belle-fille, Eleanor, utilise vos informations personnelles pour demander des cartes de crédit à votre nom depuis 6 mois. Quoi? Ai-je crié, l'indignation montant dans ma poitrine. Elle a 5 cartes de crédit que vous n'avez jamais autorisées, pour une dette cumulée de 43 000 $. Des achats dans des boutiques de luxe, des restaurants chers, et même un voyage aux Keys de Floride le mois dernier, a expliqué l'avocat. Mais je ne suis jamais allée aux Keys de Floride, ai-je dit confuse. Non, madame, eux y sont allés. Votre famille est partie 1 semaine en vacances avec votre argent, pendant qu'ils vous disaient qu'ils allaient rendre visite à la mère malade d'Eleanor. Le souvenir m'a giflé. Je me rappelais parfaitement cette semaine. Eleanor avait pleuré, disant que sa mère était très malade et qu'il devait y aller d'urgence pour s'en occuper. Je leur avais donné de l'argent pour le voyage, en plus de ce qu'ils avaient déjà volé grâce aux fausses cartes. Docteur Montgomery, qu'a encore découvert votre enquêteur? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Votre fils Benjamin a perdu son emploi il y a 8 mois, mais il ne vous l'a jamais dit. Il vit de vos économies et de votre pension. Nous avons aussi découvert qu'il a déjà contacté 3 médecins différents pour en trouver un qui accepte de certifier que vous souffrez de démence sénile. Chaque révélation était un coup de poignard plus profond. Non seulement ils projetèrent de me voler, mais ils me volaient déjà depuis des mois. Non seulement ils voulaient me faire déclarer folle, mais ils avaient déjà commencé la procédure. « Et ma petite fille Olivia ?» ai-je demandé, la voix brisée. « Elle aussi a ses secrets, Madame Caldwell. Elle est enceinte de 3 mois, mais elle ment à ses parents sur l'identité du père.
Apparemment, le vrai père est un homme marié de 50 ans, qui a promis de quitter sa femme, mais qui maintenant ne veut plus rien savoir du bébé. Mon Dieu, ai-je murmuré. Ma petite fille, la jeune fille que j'avais aidée à élever, était mêlée à un scandale capable de ruiner son avenir. Il y a plus, a continué le docteur Montgomery. Eleanor a une liaison avec votre voisin Dave depuis 2 ans. Mon enquêteur a des photos et des vidéos qui le prouvent. Dave, le mari de Carole? Ai-je demandé en pensant à cette femme douce qui vivait à côté. Exactement. Apparemment, Eleanor et Dave se retrouvent dans un motel les mardis et jeudis après-midi, pendant que Benjamin croit qu'elle est à son cours de yoga. L'ironie était cruelle. Pendant qu'ils complotaient pour détruire ma vie en me faisant passer pour folle, chacun vivait un mensonge qui les rendait bien pires que je ne l'aurais imaginé. Docteur Montgomery, je veux que vous documentiez tout, lui ai-je dit avec une détermination renouvelée. Chaque mensonge, chaque vol, chaque trahison. Je veux qu'au moment où je les confronterai, ils aient des preuves de tout. Bien sûr, Madame Caldwell, mais j'ai une suggestion. Au lieu de les confronter immédiatement, que diriez-vous de les laisser creuser eux-mêmes leur tombe un peu plus? Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, m'acheter de nouveaux vêtements. Je suis allée dans les boutiques les plus élégantes de la ville et j'ai acheté 3 magnifiques robes, une noire, élégante, une rouge éclatante et une vert émeraude qui me donnait l'impression d'être puissante. J'ai aussi acheté de nouvelles chaussures, un sac en cuir véritable, et je suis même allée me faire coiffer dans le salon le plus exclusif de la ville. La styliste, une jeune femme nommée Sophia, a travaillé sur mes cheveux pendant 3 heures. Madame, vous avez de très beaux cheveux, m'a-t-elle dit en travaillant. Pourquoi les avez-vous tant négligés? Parce que pendant longtemps, j'ai cru que ça ne valait pas la peine de prendre soin de moi, ai-je répondu honnêtement. Je pensais que ma seule fonction était d'être la grand-mère invisible qui s'occupe de tout le monde. Eh bien, ces jours-là sont finis, a déclaré Sophia fermement. Quand j'aurai fini avec vous, vous aurez l'air de la reine que vous avez toujours été. Et elle avait raison. Quand je me suis regardée dans le miroir, je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait. Mes cheveux avaient une coupe moderne, élégante avec des mèches qui illuminaient mon visage. J'avais l'air puissante. Ce soir-là, en dînant au restaurant de l'hôtel, j'ai décidé d'appeler Benjamin. Maman, enfin! Où étais-tu, bon sang? Sa voix était furieuse, pas inquiète. Je m'occupe de moi, mon fils, ai-je répondu calmement. Tu sais, ça faisait des années que je ne m'étais pas accordé du temps. Ça a été très révélateur. Ça doit s'arrêter. Tu ne peux pas disparaître comme ça. On est ta famille. On a le droit de savoir où tu es. Le droit? Ai-je répété en laissant le mot flotter. Depuis quand ma famille a-t-elle un droit sur moi? Depuis que tu as commencé à te comporter bizarrement, a-t-il répliqué. Et encore une fois, il essayait de semer l'idée que je n'étais pas stable. Bizarrement, est-ce bizarre, selon toi, qu'une femme de 70 ans décide de prendre quelques jours pour elle? Oui, quand cette femme n'a jamais fait ça auparavant. Maman, je crois que tu dois parler à un spécialiste. Tu agis de façon très étrange. Un spécialiste? Ai-je demandé en feignant la confusion. Quel genre de spécialiste, Benjamin? Un psychologue, maman. Quelqu'un qui peut t'aider avec ces changements de comportement. Parfait. Il avouait ses intentions sur un appel que j'enregistrais. Tu sais quoi, mon fils? Tu as raison, j'ai besoin d'une aide spécialisée, lui ai-je dit. Et j'ai entendu son soupir de soulagement. Je suis content que tu comprennes, maman. Oui, je comprends parfaitement. J'ai besoin d'un spécialiste de la fraude familiale, d'un spécialiste de la maltraitance des personnes âgées et d'un spécialiste de la manipulation psychologique, parce que c'est exactement ce que vous m'avez fait. Le silence au bout du fil était assourdissant. Maman, de quoi tu parles? Je parle du fait que je sais tout, Benjamin. Je sais pour les cartes de crédit frauduleuses qu'Eleanor a ouvertes à mon nom. Je sais pour votre plan visant à me faire déclarer inapte. Je sais pour les médecins que tu as contactés. Je sais tout. Maman, c'est ridicule. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je crois que tu as vraiment besoin d'aide médicale. Tu sais ce que je sais d'autre, Benjamin. Je sais que tu as perdu ton travail il y a 8 mois et que tu vis sur mon argent en me mentant en face.
Je sais pour le voyage aux Keys de Floride que vous avez payé avec l'argent volé. Je sais beaucoup d'autres choses qui vont te surprendre quand tu les verras au tribunal. Tu délires, a-t-il dit, mais sa voix n'était plus sûre. Délire. Hier soir, je t'ai entendu expliquer comment me faire vraiment perdre la tête en changeant mes médicaments. C'est un délire, ça aussi? Cette fois, le silence a été encore plus long. Maman, rentre, on peut parler en famille. Non, Benjamin, nous ne sommes plus une famille. Une famille ne trahit pas comme tu m'as trahi. Une famille ne planifie pas la destruction mentale de l'un des siens pour lui voler son argent. Maman, s'il te plaît. Je vais te donner une seule chance. Une seule. Avoue tout. Excuse-toi sincèrement et rends chaque centime que vous m'avez volé. Si tu fais ça, peut-être, je trouverai un moyen de te pardonner. Nous n'avons rien à avouer, a-t-il répondu, mais sa voix tremblait. Alors on se verra au tribunal, mon fils. Bonne nuit. J'ai raccroché, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une paix totale. La guerre était officiellement déclarée, et j'avais toutes les armes. Les jours suivants ont été des montagnes russes émotionnelles. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, avec des appels désespérés de ma famille. D'abord, ils ont tenté la stratégie de l'amour. Des messages en larmes d'Olivia, disant à quel point je lui manquais. Des voix brisées d'Elénore demandant pardon pour tout, malentendus, et des suppliques de Benjamin me demandant de rentrer pour éclaircir les choses. Quand ça n'a pas marché, ils ont basculé vers la peur et l'intimidation. Benjamin m'a laissé un message vocal. Maman, si tu ne rentres pas immédiatement, nous serons obligés de prendre des mesures légales pour te protéger de toi-même. Ton comportement erratique nous force à envisager une tutelle. Mais le docteur Montgomery m'y avait préparé. Laissez-les déposer la requête de tutelle, m'a-t-il conseillé lors d'un de nos rendez-vous. Ce sera la meilleure preuve de leurs véritables intentions. De plus, nous avons déjà 3 psychiatres indépendants qui certifient que vous êtes parfaitement lucide. Pendant ce temps, mon détective privé était très occupé. Chaque jour, je recevais de nouveaux rapports qui me laissaient que plus stupéfaite que je ne l'aurais cru possible. Madame Caldwell, m'a-t-il dit lors de notre réunion du vendredi, votre famille a considérablement accéléré ses plans depuis votre disparition. Hier, Benjamin est allé à votre banque pour tenter d'accéder à vos comptes en disant que vous aviez eu un épisode psychotique et qu'il devait temporairement gérer vos finances. Et qu'a répondu la banque? Ai-je demandé. Heureusement, le directeur est très professionnel. Il a dit à Benjamin qu'il lui fallait des documents légaux officiels pour modifier quoi que ce soit. Mais Benjamin a tellement insisté qu'ils ont dû le faire sortir. Il y a plus. Eleanor vend vos affaires. Hier, je l'ai vue publier plusieurs de vos meubles anciens sur une page de vente en ligne. Elle a aussi essayé de vendre votre collection de bijoux à un prêteur sur gage, mais l'expert a refusé parce que les pièces appartenaient manifestement à une personne âgée, et Eleanor ne pouvait pas prouver qu'elle était autorisée à les vendre. Mon cœur battait à tout rompre. Ces bijoux étaient des cadeaux de mon défunt mari, des pièces uniques qu'il avait collectionnées pendant des décennies. Et ma petite fille, Olivia? Ai-je demandé, la gorge nouée. Elle est la plus active des trois. Elle raconte à ses amis que vous souffrez d'Alzheimer avancé et que la famille envisage de vous faire interner. Elle se sert aussi de cette histoire pour emprunter de l'argent à plusieurs connaissances, en disant qu'elle a besoin de fonds pour payer les soins médicaux de sa grand-mère. Chaque révélation était plus douloureuse que la précédente. Non seulement il me volait, mais il détruisait ma réputation et utilisait ma prétendue maladie pour manipuler d'autres personnes. Mais voici le plus intéressant, a poursuivi l'enquêteur. Hier soir, tous les trois ont eu une réunion chez vous avec un homme que nos sources ont identifié comme Paul Hayes, un faussaire connu dans le milieu criminel de la ville. Un faussaire? Ai-je demandé, le sang glacé. Apparemment, il prévoit de créer de faux documents médicaux attestant de votre inaptitude. Paul Hayes était spécialisé dans la création d'historiques médicaux fictifs et la falsification de signatures de médecins. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Non seulement ils voulaient me voler, mais ils étaient prêts à commettre plusieurs crimes graves pour y parvenir. Docteur Montgomery, ai-je dit au téléphone cet après-midi-là, je crois qu'il est temps d'accélérer nos plans. Si on attend, ils auront de faux documents, et ça pourrait compliquer les choses.
Je suis d'accord, Madame Caldwell. Êtes-vous prête pour la phase 2? La phase 2 était brillante dans sa simplicité. Au lieu de les confronter directement, nous allions les laisser s'incriminer publiquement. Le lundi matin, je me suis habillée de ma nouvelle robe noire élégante, j'ai mis mes plus beaux bijoux et je me suis rendue à l'agence immobilière la plus prestigieuse de la ville. J'avais pris rendez-vous pour visiter des propriétés de luxe, des maisons valant plus d'1 million de dollars. Madame Caldwell m'a salué l'agent, un homme élégant nommé Rick. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je comprends que vous êtes intéressé par l'acquisition d'un bien haut de gamme. C'est exact, ai-je répondu avec assurance. Je cherche une maison qui reflète cette nouvelle étape de ma vie, quelque chose d'élégant, de moderne, avec une bonne sécurité. Parfait, j'ai 3 biens qui pourraient vous intéresser. Ce que Rick ne savait pas, c'est que mon détective privé avait tout coordonné à la perfection. À 11 heures, précisément au moment où nous visiterions la deuxième propriété, Benjamin, Eleanor et Olivia apparaîtraient, par hasard, dans la même agence. Nous étions au milieu de la visite d'un manoir spectaculaire quand j'ai entendu des voix familières à l'entrée principale. Excusez-moi, ai-je dit à Rick, je crois que des connaissances viennent d'arriver. Quand nous sommes descendus dans le hall, ils étaient là, tous les trois, habillés sur leur 31, en train de parler à un autre agent. Nous souhaitons vendre une propriété, disait Benjamin. C'est la maison de ma mère, mais elle est malade et nous avons procuration pour gérer ses affaires. Procuration? A demandé l'agent. Pourriez-vous me montrer les documents? Eh bien, nous sommes encore en train de finaliser les papiers officiels, a répondu Eleanor nerveusement. Mais ce n'est qu'une question de jours. Nous voulons prendre de l'avance pour l'estimation. Bonjour la famille, ai-je dit fort depuis l'escalier. Tous les trois se sont retournés en même temps, et leur expression de terreur aurait mérité un film. Benjamin est devenu livide. La bouche d'Eleanor s'est ouverte sans qu'aucun son n'en sorte, et Olivia a littéralement fait un pas en arrière. « Maman, » a balbutié Benjamin, « qu'est-ce que tu fais ici ?» La même chose que toi, apparemment, ai-je répondu calmement en descendant. Sauf que moi, j'achète, je ne vends pas. Rick s'est approché avec un sourire professionnel. Vous connaissez ces personnes, Madame Caldwell? Malheureusement, oui, ai-je répondu. C'est ma famille. Enfin, je le croyais jusqu'à récemment. Maman, il faut qu'on parle, a dit Benjamin en essayant de prendre un ton autoritaire, mais sans y parvenir. De quoi, Benjamin? De la façon dont tu prévoyais de vendre ma maison sans mon autorisation. Des faux documents que vous finalisez ou de cette procuration que tu viens d'inventer? L'autre agent immobilier avait l'air confus et visiblement mal à l'aise. Excusez-moi, a-t-il interrompu, mais s'il y a un conflit légal au sujet de la propriété, nous ne pouvons pas avancer sur une estimation tant que ce n'est pas réglé. Il n'y a aucun conflit, a protesté Eleanor. C'est juste elle n'a plus toute sa tête ces derniers temps. Je n'ai plus toute ma tête? Ai-je répété haut, en veillant à ce que tout le monde entende. C'est pour ça que je suis ici, en train d'acheter une maison à 1,5 million avec mon propre argent. Rick en est-il resté bouche bée? 1,5 million, a chuchoté Olivia. Oh oui, ma chère petite fille, ai-je dit avec un sourire doux. Il s'avère que ta grand-mère sénile a beaucoup plus d'argent que tu ne le pensais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le docteur Montgomery. Docteur, je suis chez Richardson Associates Realty. Ma famille est ici. Elle essaie de vendre mon bien sans autorisation et prétend avoir une procuration. Pouvez-vous envoyer quelqu'un de votre cabinet pour constater la situation? Bien sûr, Madame Caldwell. Quelqu'un sera là dans 15 minutes. J'ai raccroché et j'ai regardé ma famille avec un calme qui m'a surprise. Maintenant, nous allons attendre l'arrivée de mes avocats, ai-je annoncé, et ils vont expliquer à tout le monde ici quels documents légaux vous avez, comment vous les avez obtenus et pourquoi vous pensez avoir le droit de vendre ma propriété. Benjamin a essayé de s'approcher. Maman, c'est un malentendu, on peut régler ça à la maison. Non, ai-je dit fermement en reculant d'un pas. Il n'y a plus rien à régler à la maison. Je n'ai plus de maison, du moins pas avec vous dedans. Eleanor s'est mise à pleurer, mais c'était des larmes de panique, pas de tristesse. Martha, s'il te plaît, on est une famille.
Tout ce qu'on a fait, c'était pour ton bien. Pour mon bien? Ai-je demandé en élevant la voix. Me voler avec des cartes de crédit frauduleuses, c'était pour mon bien? Prévoir de falsifier des documents médicaux, c'était pour mon bien? Engager un criminel pour inventer mon historique médical, c'était pour mon bien? Chaque accusation tombait comme une bombe dans le hall. Les clients et les employés s'étaient arrêtés pour écouter, et je voyais l'horreur et le dégoût sur leurs visages. On ne sait pas de quoi tu parles, a menti Olivia désespérée. Ah non! J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un de mes enregistrements. La voix de Benjamin a résonné. On la fera vraiment perdre la tête. On échangera ses médicaments. On cachera ses affaires. On lui dira qu'elle a fait des choses qu'elle n'a pas faites. Dans un mois, n'importe quel médecin certifiera qu'elle est mentalement malade. Le silence dans l'agence était total. Je voyais sur les visages des employés et des clients une indignation et une répulsion profonde. Cet enregistrement est illégal, a hurlé Eleanor, hystérique. Pas dans cet état, ai-je répondu calmement, et certainement pas quand il s'agit d'empêcher un crime en préparation. À ce moment-là, 2 avocats du cabinet Montgomery sont arrivés avec un notaire. Madame Caldwell, nous sommes du cabinet Montgomery and Associés. On nous a indiqué que certaines personnes ici prétendent avoir une autorité légale sur vos affaires. Exact, ai-je répondu. Je veux que vous constatiez officiellement que ces 3 personnes n'ont aucun pouvoir légal sur moi, mes propriétés ou mes finances, et que toute tentative d'exercer une telle autorité constitue une fraude. Un des avocats s'est tourné vers Benjamin. Monsieur, pourriez-vous me montrer les documents qui prouvent votre autorité pour vendre la propriété de Madame Caldwell? Benjamin a ouvert la bouche puis l'a refermée, comme un poisson hors de l'eau. Nous sommes en train de... Autrement dit, ils n'ont aucun document, ai-je déclaré, parce qu'ils n'ont aucune autorité. Ce qu'ils ont, c'est un plan criminel pour me voler tout ce que je possède. L'humiliation publique à l'agence n'était que le début. À la sortie, ma famille m'a suivi dans la rue, alternant cris et supplications. « Maman, attends !» a hurlé Benjamin. « On ne peut pas arranger ça. C'est un énorme malentendu. »« Mamie, s'il te plaît !» a pleuré Olivia. « Je t'aime, tu ne peux pas nous faire ça. » Eleanor, elle, avait totalement changé de tactique. Elle ne jouait plus l'amour ou l'inquiétude. « Tu es une vieille femme amère !» m'a-t-elle crié alors que je montais dans le taxi. « Tu nous as utilisés toutes ces années. Benjamin t'a donné les meilleures années de sa vie, et voilà comment tu le remercies. » « Les meilleures années de sa vie ?» Me suis-je tournée vers elle depuis la fenêtre. « Tu parles des années où j'ai travaillé 18 heures par jour pour le nourrir? Les années où j'ai abandonné ma carrière, mes amis, ma vie sociale pour l'élever? C'est toi qui as choisi de l'adopter, » a répliqué Eleanor avec venin. « Personne ne t'a forcé, et maintenant tu veux qu'on te soit éternellement reconnaissant. » « Je ne prétends pas que vous me deviez de la gratitude, » ai-je répondu d'un calme mortel. « Je demande juste que vous ne me voliez pas, que vous ne me trahissiez pas et que vous ne planifiez pas de me rendre folle pour obtenir mon argent. » Apparemment, c'était trop demandé. J'ai dit au chauffeur de démarrer, laissant ma famille hurler sur le trottoir. Cet après-midi-là, le docteur Montgomery m'a convoqué à son cabinet pour une réunion urgente. « Madame Caldwell, j'ai une nouvelle extraordinaire, » a-t-il dit avec un sourire que je n'avais pas vu auparavant. « Votre famille a commis une erreur critique après l'incident à l'agence immobilière. » Quelle erreur? Dans leur désespoir, Benjamin est allé directement voir le faussaire, Paul Hayes, et lui a versé 50 000 $ d'avance pour accélérer la fabrication de faux documents médicaux vous déclarant inapte. 50 000 $? Où ont-ils trouvé une telle somme? Sur les cartes de crédit ouvertes à votre nom. Et apparemment, Eleanor a vendu sa voiture. Mais le meilleur, c'est que Paul Hayes est un informateur du FBI. Il collabore avec les autorités depuis 6 mois pour démanteler un réseau de fraude documentaire. Je suis restée muette. Vous voulez dire que ma famille n'est pas seulement poursuivie pour fraude familiale, mais qu'elle est maintenant sous enquête fédérale pour conspiration en vue de falsifier des documents médicaux. Exactement. Le FBI a des enregistrements audio et vidéo de toute la transaction.
Ce soir-là, depuis ma suite, j'ai décidé de faire ce que je repoussais. Confronter chacun d'eux individuellement, mais pas face à face. J'avais quelque chose de bien plus puissant en tête. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un compte sur la plateforme de diffusion en direct la plus populaire du pays. Mon titre était simple mais efficace. Une grand-mère dit la vérité sur sa famille. À 20 heures, j'ai lancé mon premier direct. Au début, il n'y avait que 3 spectateurs, mais à ma surprise, le nombre a grimpé rapidement. Bonsoir, ai-je commencé en regardant la caméra. Je m'appelle Martha Caldwell, j'ai 70 ans, et ce soir, je vais vous raconter une histoire qui va changer votre façon de voir les familles parfaites. En 20 minutes, j'avais plus de 500 spectateurs. À la fin de l'heure, plus de 3000. Je leur ai tout raconté. De l'adoption de Benjamin au mot secret du docteur Sterling, des cartes frauduleuses au plan pour me faire perdre la tête. J'ai fait écouter les enregistrements, montré les documents et expliqué chaque trahison avec des détails précis. Les commentaires en direct étaient massivement favorables. Quelle famille horrible! Madame Caldwell, vous êtes une guerrière. Poursuivez-les, faites-les payer. Ma grand-mère a vécu quelque chose de similaire. Merci d'être si courageuse. Mais ce qui a tout fait basculer, c'est qu'en plein direct, j'ai reçu un appel en direct. C'était Olivia. Mamie, s'il te plaît, coupe ce live, a-t-elle supplié. Tu es en train de ruiner nos vies. Je ruine vos vies? Ai-je répété pour que tous les spectateurs entendent. Tu ne penses pas que vous avez ruiné la mienne d'abord? Mamie, tout le monde nous regarde. Mes amis, mes profs, pour toute l'école. Je ne peux même plus sortir. Et comment crois-tu que je me serais sentie si vous m'aviez fait interner contre ma volonté, déclarée inapte et volé tout mon argent? Ça n'allait jamais arriver. On faisait juste, on explorait des options. Explorer des options? Ai-je crié pour la première fois depuis des jours, perdant le calme que j'avais maintenu. Olivia, je t'ai élevée depuis que tu étais bébé. Je t'ai changée, je t'ai emmenée à l'école, je me suis occupée de toi quand tu étais malade. Et toi, tu étais là à sourire pendant que tes parents planifièrent de me détruire. Le silence à l'autre bout du fil était total, mais les commentaires ont explosé. Dis-lui la vérité. Cette fille est sans honte. Ne la laisse pas te manipuler. Mamie, a fini par dire Olivia d'une voix brisée. J'ai besoin d'argent pour l'université et pour d'autres choses. Tu as pensé quoi, Olivia? Tu as pensé que j'étais ton distributeur? Tu as pensé que tu pouvais aider à un plan pour me rendre folle et ensuite utiliser mon argent pour tes études? Ce n'est pas comme ça. Alors comment? Explique-le aux 4000 personnes qui nous regardent. Explique-leur pourquoi tu as dit à tes amis que tu avais besoin d'emprunter de l'argent pour mes soins médicaux, alors que j'allais parfaitement bien. Un autre silence, puis, à peine audible. Comment tu sais ça? Parce que je ne suis pas la vieille femme sénile que tu crois. Je sais tout, Olivia. Tout, y compris des choses que tes parents ne savent pas. Quoi? Quelles choses? Des choses qui pourraient ruiner ton avenir bien plus que ce direct. Elle a raccroché aussitôt, mais le mal était fait. Les spectateurs avaient entendu ma petite fille admettre implicitement qu'elle était au courant. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Benjamin, et il était furieux. « Maman, coupe ce live tout de suite !» a-t-il hurlé. « Bonjour Benjamin », ai-je dit doucement. « Tu veux parler aux 5000 personnes qui nous regardent? C'est de la diffamation. Je vais te poursuivre pour calomnie. » Calomnie. Est-ce de la calomnie que de faire entendre des enregistrements où vous planifiez de me rendre folle? Est-ce de la calomnie que de montrer des relevés bancaires prouvant que vous me volez depuis des mois? Ces enregistrements sont illégaux. Pas dans cet état, mon fils, et certainement pas quand ils servent à empêcher un crime. Mais dis-moi, tu veux expliquer à tous ces gens pourquoi tu as versé 50 000 $ à un faussaire hier après-midi? Le silence a été si long que j'ai cru qu'il avait raccroché. Comment tu sais ça? Parce que Paul Hayes est un informateur du FBI. Benjamin, félicitations. Maintenant, tu n'es pas seulement poursuivi pour fraude familiale, mais aussi pour conspiration fédérale. Tu mens. On parie? Regarde les infos demain matin. Ou mieux, attends que les agents fédéraux frappent à ta porte.
Les commentaires sont devenus hystériques. FBI, FBI. Cette famille va en prison. Justice pour mamie. Amant, a dit Benjamin d'une voix brisée, totalement différente de sa colère précédente. S'il te plaît, arrête. On peut encore arranger ça. On est une famille, n'est-ce pas, Benjamin? Ai-je répondu avec une tristesse sincère. Une famille ne trahit pas. Une famille ne vole pas. Une famille ne planifie pas la destruction mentale de l'un des siens. Ce que vous êtes, ce n'est pas une famille. C'est une organisation criminelle qui partage un nom de famille. On t'a donné 45 ans de notre vie. Vous ne m'avez rien donné. C'est moi qui vous ai donné 45 ans de ma vie. J'ai tout abandonné pour toi. Et toi? Tu attendais juste que je meure pour hériter de ce que tu croyais que j'avais. On avait besoin de cet argent, maman. On a des dettes, des problèmes. Et c'est pour ça que vous avez décidé de me rendre folle. C'est pour ça que vous avez décidé de me voler. C'est pour ça que vous avez décidé de détruire les dernières années de ma vie. Ce n'était pas personnel. Ces 3 mots ont flotté dans l'air comme une sentence. Ce n'était pas personnel. 45 ans d'amour, de sacrifice, de dévouement. Et pour lui, ce n'était pas personnel. Tu as raison, Benjamin, ai-je dit enfin. Ce n'était pas personnel pour vous, et à partir de maintenant, ce ne le sera pas pour moi non plus. À bientôt au tribunal. J'ai raccroché et j'ai regardé la caméra. Et voilà, chers spectateurs, c'était ma famille, ai-je dit avec un sourire triste. Demain, je continuerai cette histoire. Bonne nuit. J'ai terminé le direct avec plus de 7000 spectateurs et des centaines de messages de soutien. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis endormie en sentant que je n'étais pas seule dans ce combat. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un flot de notifications. Mon direct était devenu viral. J'avais des milliers de messages de soutien, des centaines de demandes d'interviews de médias et, étonnamment, des dizaines de messages d'autres personnes âgées ayant vécu des situations similaires. Madame Caldwell, mon fils a fait exactement la même chose. Merci d'être courageuse et de raconter votre histoire. Vous m'avez inspirée à agir. Un autre. Je suis avocate spécialisée dans la maltraitance des personnes âgées. Votre dossier est un cas d'école. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, je suis à votre disposition gratuitement. Mais le message qui m'a le plus touchée venait d'une femme nommée Carol Sterling. Madame Caldwell, je suis assistante sociale. Hier, j'ai empêché une famille de faire interner leur père de 75 ans après avoir vu votre direct. Votre courage sauve d'autres grands-parents. Le docteur Montgomery m'a appelé à 9 heures. Madame Caldwell, j'ai une nouvelle qui va tout changer, a-t-il dit avec un sourire que je n'avais pas vu auparavant. Le FBI a arrêté Paul Hayes hier soir, et lors de son interrogatoire, il a tout avoué au sujet de la transaction avec votre famille. Tout. Non seulement il a admis que Benjamin l'a payé pour falsifier des documents médicaux, mais il a aussi révélé que votre famille lui a demandé de créer un faux testament à votre nom, leur laissant tout et affirmant que vous étiez mentalement inapte au moment de signer. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Un faux testament. Apparemment, le plan était bien plus élaboré que nous le pensions. Ils comptaient utiliser les faux documents médicaux pour vous faire interner. Ensuite, ils auraient te présenté le testament falsifié et enfin, ils auraient attendu que vous mouriez en maison de retraite pour hériter légalement de tout. Mon Dieu, ai-je murmuré. Depuis combien de temps planifiait-il ça? Selon Paul Hayes, Elinor l'a contacté pour la première fois il y a 4 mois. Ce n'était pas une décision de dernière minute. C'était une conspiration calculée et préméditée. Cet après-midi-là, alors que j'essayais d'encaisser ces informations dans ma suite, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Olivia, et pour la première fois depuis des semaines, sa voix était réellement brisée. « Mamie, on peut parler, s'il te plaît. Juste toi et moi. » Pourquoi faire, Olivia? Pour me mentir encore? Pour tenter de me manipuler? Non, mamie, pour te dire la vérité. Toute la vérité, je n'en peux plus. Quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. J'ai décidé de prendre un risque. D'accord, mais dans un lieu public avec des témoins et je vais enregistrer toute la conversation. Comme tu veux, s'il te plaît. Nous nous sommes retrouvés au café du hall de l'hôtel. Olivia est arrivée les yeux gonflés d'avoir pleuré, habillée négligemment.
très différente de la jeune fille coquette que je connaissais. Mamie, a-t-elle commencé avant même que je parle. Tu dois savoir que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Aussi loin, Olivia. Jusqu'où pensais-tu que c'était acceptable? Au début, maman et papa parlaient seulement de te convaincre d'aller dans une maison de retraite de luxe. Ils disaient que ce serait mieux pour toi, que tu aurais la compagnie de gens de ton âge. Et toi, tu en pensais quoi? Je... Je pensais peut-être qu'ils avaient des raisons. La maison est très grande pour toi seule, et parfois tu avais l'air seule. Elle s'est arrêtée et m'a regardé dans les yeux. Mais c'était avant que je sache pour l'argent. Quel argent? Il ne savait rien de mes comptes secrets. Non, mais il savait pour ta pension, tes économies à la banque locale et la valeur de la maison. Maman enquêtait depuis des mois. Elle fouillait dans tes papiers quand tu n'étais pas là. Elle appelait ta banque en se faisant passer pour toi. Elle est même allée voir ton ancien patron pour lui demander des informations sur ta retraite. Chaque révélation me poignardait davantage. Et quand ils ont décidé que ça ne suffisait pas de te convaincre, Olivia s'est mise à pleurer. Quand maman a compris que tu pouvais vivre encore 20 ans, elle a dit qu'elle ne pouvait pas attendre aussi longtemps, qu'elle avait besoin de l'argent maintenant. Et elle en avait besoin pourquoi, si urgent? Pour payer les dettes de papa. Il a perdu beaucoup d'argent avec les paris sportifs ces 2 dernières années. Il doit plus de 100 000 $ à des gens très dangereux. Une autre révélation terrifiante. Benjamin n'avait pas seulement perdu son travail, il était joueur compulsif et endetté auprès de personnes dangereuses. Et toi, quel rôle tu as joué dans tout ça? J'avais besoin d'argent pour l'université et pour d'autres choses. Elle a touché son ventre sans s'en rendre compte. D'autres choses comme quoi, Olivia? Je suis enceinte, mamie, a-t-elle avoué. Le père il est marié, et il ne veut rien savoir du bébé. J'ai besoin d'argent pour décider quoi faire. Mon cœur s'est brisé pour elle, mais une rage profonde est restée. Et c'est pour ça que tu as participé à un plan pour me rendre folle. Je ne savais pas qu'il voulait te rendre folle, a-t-elle crié en attirant des regards. Je pensais juste qu'il voulait qu'un médecin dise que tu avais besoin de soins spéciaux. Quelle différence, Olivia? Je ne sais pas, je crois qu'il n'y en a pas. Elle a pleuré en silence pendant quelques minutes. Mamie, quand tu as quitté la maison, tout s'est effondré. Papa et maman ne font que se disputer. Maman dit que tout est la faute de papa à cause du jeu. Papa dit que tout est la faute de maman parce qu'elle est trop ambitieuse. Et moi je suis au milieu, enceinte et terrifiée. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu me pardonnes. Et je veux que tu saches que si tu poursuis maman et papa, je dirai la vérité. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu. Je suis restée silencieuse, cherchant à comprendre si c'était encore une manipulation ou si j'entendais enfin la vérité. Pourquoi tu changes de camp maintenant, Olivia? Parce qu'hier soir, papa m'a dit que si tout tourne mal, ils diront que c'est moi qui ai eu l'idée de voler tes bijoux. Ils diront que je les ai manipulés parce que j'avais besoin d'argent pour la drogue. La drogue? Je ne me drogue pas, mamie. Mais papa dit que c'est plus crédible d'accuser l'adolescente rebelle que d'admettre qu'ils ont tout planifié. La trahison finale. Non seulement ils m'avaient pas trahi, mais ils étaient prêts à trahir leur propre fille pour se sauver. Tu as des preuves de ce que tu dis? Olivia a sorti son téléphone. J'ai des enregistrements de toutes leurs disputes depuis que tu es partie. J'ai des SMS où ils planifient de me faire porter le chapeau. J'ai des vidéos de maman comptant l'argent qu'elle a obtenu en vendant tes bijoux. Pourquoi as-tu enregistré tout ça? Parce qu'il y a une semaine, j'ai compris que quand tout sera fini, ils m'abandonneront aussi. Je suis mineure, je suis enceinte et je n'ai pas d'argent. Ils auront besoin d'un bouc émissaire, et ce bouc émissaire, ce sera moi. Je l'ai regardé longuement, essayant de démêler la sincérité de la stratégie. Olivia, si tu témoignes contre tes parents, ta vie changera pour toujours. Ta relation avec eux sera terminée. Ma relation avec eux est déjà terminée, mamie, depuis le moment où ils m'ont utilisée contre toi et depuis qu'ils ont décidé de me sacrifier pour se sauver. Et qu'est-ce que tu veux en échange de ton témoignage? Je veux que tu m'aides à finir le lycée. Je veux que tu m'aides à prendre la bonne décision pour ma grossesse. Et
Je veux que tu m'apprennes à être une femme forte comme toi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une étincelle de notre ancienne complicité. Olivia, si tu fais ça, si tu m'aides à obtenir justice, je ne vais pas seulement t'aider pour le lycée et pour ta situation. Je vais t'apprendre quelque chose de plus précieux. Quoi? Je vais t'apprendre que la vraie famille ne se définit pas par le sang, mais par la loyauté, le respect et l'amour authentique. Et que parfois, se protéger signifie s'éloigner des personnes toxiques, même si elles portent le même nom. Olivia a tendu sa main au-dessus de la table. Marchez, mamie. J'ai serré sa main, sachant que cet instant marquait le début de la fin pour Benjamin et Eleanor. Marchez, ma fille. Mais maintenant tu es mon allié, et les alliés se protègent. Es-tu prête pour cette responsabilité? Plus prête que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Le jour du procès est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. En 3 semaines, le docteur Montgomery avait monté un dossier si solide que même l'avocat cher de ma famille a recommandé qu'il plaide coupable pour négocier une peine réduite. Mais Benjamin et Eleanor ont refusé. Ils voulaient aller au procès, convaincus qu'ils pourraient manipuler le jury avec l'image de la famille aimante qui s'occupe d'une grand-mère confuse. Le jour de l'ouverture du procès, je suis arrivée au tribunal vêtue de mon tailleur noir le plus élégant, accompagnée d'Olivia, qui avait choisi de vivre avec moi à l'hôtel pendant toute la procédure. Tu es nerveuse, mamie? M'a-t-elle demandé en montant les marches. Non, ma fille, ai-je répondu calmement. Je suis en paix. La vérité finit toujours par sortir. La salle d'audience était pleine. Mon histoire était devenue nationale après la couverture de mes directs par plusieurs médias. Il y avait des journalistes, des caméras et des dizaines de personnes âgées venues me soutenir. Quand j'ai vu Benjamin et Eleanor à la table de la défense, je les ai à peine reconnus. Benjamin avait maigri, avec de profondes cernes. Eleanor avait l'air hagarde et nerveuse. Le stress de risquer des années de prison les avait transformés. Le procureur a présenté le dossier avec brio. Il a fait écouter les enregistrements où ils planifièrent de me rendre folle. Il a présenté les preuves de fraude à la carte de crédit. Il a expliqué la conspiration avec le faussaire et, enfin, a montré les preuves de l'hypothèque frauduleuse sur ma maison. Mais le moment le plus bouleversant a été quand Olivia est montée à la barre comme témoin de l'accusation. Mademoiselle Caldwell, lui a demandé le procureur, pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu lorsque vos parents discutaient de leur plan concernant votre grand-mère? D'une voix ferme et claire, Olivia a raconté chaque conversation, chaque plan, chaque trahison. Elle a décrit comment ils avaient prévu d'échanger mes médicaments, comment ils avaient calculé l'argent qu'ils tireraient de ma mort et comment ils avaient décidé de la blâmer si tout tournait mal. Quand elle a terminé, le silence dans la salle était total. J'ai vu plusieurs jurés essuyer leurs larmes. L'avocat de la défense a tenté de la discréditer, insinuant qu'elle mentait pour obtenir mon argent. Mademoiselle, n'est-il pas vrai que vous êtes enceinte et que vous avez besoin d'argent? A-t-il demandé agressivement. Oui, je suis enceinte, a répondu Olivia avec dignité. Et oui, j'ai besoin d'aide. Mais je ne mens pas pour l'obtenir. Je dis la vérité parce que c'est la bonne chose à faire. Et n'est-il pas commode que votre grand-mère vous ait promis une aide financière en échange de votre témoignage? Ma grand-mère ne m'a pas promis de l'argent en échange de mon témoignage, a répondu Olivia fermement. Elle m'a promis du soutien parce que j'ai enfin eu le courage de faire ce qui est juste. Ce n'est pas la même chose. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis avancée à la barre, sentant le poids de tous les regards. Madame Caldwell, m'a demandé le procureur, comment vous êtes-vous sentie quand vous avez découvert le plan de votre famille? J'ai eu l'impression d'avoir vécu un mensonge pendant 45 ans, ai-je répondu. Ils ne m'ont pas seulement trahi, ils m'ont fait douter de chaque moment d'amour que je croyais avoir partagé. Ils m'ont fait me demander si j'avais jamais été autre chose qu'un obstacle entre eux et mon argent. Et comment vous sentez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens libre, ai-je dit en regardant Benjamin droit dans les yeux. Libre des mensonges, libre de la manipulation, libre de l'obligation d'aimer des gens qui ne m'ont jamais vraiment aimé. L'avocat de la défense a essayé de me faire passer pour une femme riche et vengeresse qui exagérait.
Madame Caldwell, n'est-il pas vrai que vous avez des millions de dollars dont vous n'avez jamais parlé à votre famille? Il est vrai que j'ai des ressources dont ils n'avaient pas connaissance, ai-je admis, mais ces ressources ne justifient en rien une conspiration pour me rendre folle, un vol d'identité ou la falsification de documents. Ne pensez-vous pas que votre famille méritait de savoir? Méritait? Pourquoi? Pour planifier mon internement forcé? Pour me voler pendant des mois? Pour me trahir de la manière la plus cruelle? Le procès a duré 5 jours. À la fin, le jury n'a délibéré que 2 heures avant de rendre un verdict unanime. Coupable sur tous les chefs. Benjamin a été condamné à 12 ans de prison pour conspiration, fraude, falsification de documents et maltraitance envers une personne âgée. Eleanor a écopé de 10 ans pour les mêmes chefs, avec des charges supplémentaires pour fraude hypothécaire. Quand le juge a prononcé les peines, Eleanor s'est effondrée en larmes. Benjamin a simplement fixé le vide, sans expression. Après le procès, en quittant le tribunal, un journaliste m'a demandé: Madame Caldwell, pensez-vous que justice a été rendue? Je pense que la justice légale a été rendue, ai-je répondu. Mais la vraie justice, c'est d'avoir découvert qui je suis avant qu'il ne soit trop tard pour profiter du reste de ma vie. 6 mois plus tard, j'ai acheté une belle maison à la périphérie de la ville. Elle est plus petite que mon ancienne maison, mais elle est pleine de lumière et possède un joli jardin où Olivia et moi passons nos après-midi. Olivia a terminé le lycée avec mention et a décidé de garder le bébé. Elle étudie maintenant le droit, inspirée par tout ce que nous avons traversé. Elle dit qu'elle veut se spécialiser dans la protection des personnes âgées. Mamie, m'a-t-elle dit il y a quelques semaines alors que nous travaillions au jardin. Tu regrettes d'avoir adopté papa? Je ne regrette pas de l'avoir adopté, ai-je répondu en caressant les fleurs que nous venions de planter. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la gentillesse ne doit jamais se pratiquer au prix de l'autodestruction. Et qu'as-tu appris de tout ça? J'ai appris que la vraie famille ne se définit pas par le sang ni par les années partagées. Elle se définit par le respect mutuel, la loyauté sincère et l'amour authentique. J'ai appris qu'il vaut mieux être seul avec dignité que d'être accompagné par la trahison. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Aujourd'hui, à 71 ans, je vis la vie la plus pleine que j'ai jamais eue. Je voyage, je lis, je me fais de nouveaux amis. Et surtout, j'ai une relation authentique avec ma petite fille, devenue la fille de mon cœur que j'ai toujours rêvé d'avoir. Benjamin et Eleanor ont essayé de me contacter plusieurs fois depuis la prison, mais leurs lettres vont directement à la poubelle, sans être ouvertes. Certaines portes, une fois fermées, ne devraient jamais être rouvertes. Chaque soir, avant de m'endormir, je remercie pour 3 choses. Le docteur Sterling qui a eu le courage de m'avertir, ma propre force que j'ignorais posséder, et le fait d'avoir découvert que les fins peuvent aussi être des commencements si l'on a le courage d'écrire sa propre histoire. La gentillesse reste importante dans ma vie, mais désormais je la pratique avec sagesse. J'aide d'autres personnes âgées confrontées à des situations similaires. Je soutiens Olivia dans ses études et j'ai créé une fondation pour prévenir la maltraitance des aînés. Mais plus important que tout cela, j'ai enfin appris à m'aimer autant que j'ai aimé tout le monde toute ma vie. Et cela, mes chers amis, est la leçon la plus précieuse que la vie nous enseigne.